Anne-Sophie est née dans la région et ne se lasse pas de ses trésors. Elle a à cœur de nous raconter sa terre natale à travers les vieilles pierres qui la jalonnent. Qu'on soit petit ou grand, on trouve toujours quelque chose à visiter, à découvrir ou à redécouvrir. Et puis moi j'y habite avant tout, j'y suis née, donc effectivement c'est une grande fierté. Elle souhaite d'abord nous faire partager sa fascination pour le manoir du Clos Lucé, situé à Amboise, à quelques centaines de mètres du château royal. Construit au XVe siècle, il a accueilli de nombreux personnages illustres, comme Anne de Bretagne, François Ier et bien d'autres encore. Les histoires étonnantes qui se sont jouées entre ces murs, Paul Riffaut, guide au Clos Lucé, les connaît sur le bout des doigts. Le Clos Lucé, un endroit magnifique, magique, que j'adore, un de mes endroits préférés dans la région, riche d'histoire parce que Léonard de Vinci a quand même vécu ici. Combien de temps ? Qu'est-ce que l'Italien Léonard vient faire en France et pourquoi à Amboise ? Oui. Bonne question. En fait, Léonard arrive ici en 1516 à la demande de François Ier. François Ier vient juste de devenir roi en 1515 et il a besoin presque de faire briller sa cour. Léonard, il a déjà 64 ans, donc c'est quelqu'un qui a une carrière, qui a déjà une réputation. Et François Ier se dit qu'accueillir un artiste avec cette gloire-là, ça ne peut que lui apporter une image de roi grandiose. Léonard de Vinci accepte la main tendue du monarque et vient s'installer au Clos Lucé, emmenant dans ses valises ses tableaux les plus célèbres, dont la fameuse Joconde. Pour continuer à explorer le génie du savant fou le plus célèbre de l'histoire, Paul mène Anne-Sophie dans son atelier, une pièce récemment ouverte au public que notre ambassadrice s'apprête à découvrir. Nous voici dans l'atelier de Léonard, Ah waouh ! là où il travaillait. C'est magnifique. On sent Léonard un peu partout, on le sent ici, on le sent là. Il est derrière toi d'ailleurs. C'est ça. Effectivement, Léonard habite ces lieux. C'est ce qui est beau dans ces lieux chargés d'histoire, c'est qu'il n'y a pas que du caillou, il n'y a pas que du minéral, il y a aussi l'âme des personnages qui habitent ici. C'est ici que Léonard de Vinci travaille pendant des mois le drapé de sa Vierge Marie. Il s'emploie aussi à rendre réalité les ambitions parfois démesurées du roi François Ier. Quels sont les travaux que François Ier a commandés à Léonard de Vinci ? Alors, François Ier, il a quelques projets bien précis. Il lui dit, mais j'ai un palais à Romorantin, en tout cas une petite demeure, et je voudrais en faire un immense palais. Et on a ici un dessin de Léonard représentant le palais qu'aurait pu être Romorantin. D'accord. Des facsimilés, bien entendu. J'imagine bien que venir punaiser un tableau de Léonard, ça serait un sacrilège aujourd'hui. Évidemment. Romorantin est au milieu des marais de Sologne. Il faut assécher les marais pour pouvoir installer ce palais sur des assises solides. Et donc, il dessine ce palais sur une plateforme. On a des petits canaux qui entourent le palais. Profite même de créer une petite tribune au-dessus du canal, comme un espace de jeu. Ce qu'il a créé là, ce palais, c'est fou, c'est du vrai génie civil. Ah bah, le mot et l'expression génie civil n'a jamais eu autant de lettres de noblesse qu'avec ce palais dessiné par Léonard. Ce projet pharaonique, Léonard de Vinci s'y attelle dès 1517. Il rehausse le terrain de 4 mètres et commence même un système de canalisation. Mais l'inventeur décède en 1519 et ne pourra jamais venir à bout de son œuvre. Ce rêve inachevé ne sera pas pour autant imaginé en vain, car il va inspirer les plans du futur château de Chambord. Et alors, excuse-moi, mais derrière, il y a un costume. J'essayais de te le cacher, mais non, C'est viens. vrai, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que Léonard le portait ou... Alors, Léonard, il est organisateur de fêtes. C'est-à-dire qu'il fait les décors et il crée aussi les costumes pour les personnages qui vont animer ces décors. Incroyable. La plus importante fête de Léonard, c'est la commémoration de la bataille de Marignan. Et Léonard recrée des châteaux sur des structures en bois, des toiles peintes. Il fait tirer avec des canons dessus
Sauf que ce ne sont pas des boulets qui tirent, ce sont des ballons pleins d'air. Et ça, c'était novateur à l'époque. Donc on peut dire que Léonard a inventé le ballon qu'on gonfle pour les fêtes d'anniversaire de nos enfants. C'est ça. Yeah. Il reste un lieu mystérieux, caché sous les fondations du château, qu'Anne-Sophie rêve de découvrir. Paul va lui permettre de satisfaire sa curiosité. Quand j'étais petite, que je suis venue ici au Clos Lucé, on m'a parlé d'un passage souterrain qui aurait été creusé et qui reliait en fait le Clos Lucé au château d'Amboise où il y avait François Ier. Tout à fait. Alors ici, on est dans une zone troglodyte et tout le coteau qui relie le Clos Lucé au château royal est truffé de ce genre de souterrain. Ce qui nous fait dire que ce tunnel a quand même une place à part. C'est ce qui est ici, devant nous. Un ouvrage maçonné. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi avoir pris soin d'ouvrager un tunnel assez grossier, si ce n'est pour relier les deux châteaux? Malheureusement, en l'état actuel de notre connaissance, on ne peut pas prouver ce qui est probable. Pourquoi un tunnel, Paul? Vu qu'il pourrait passer par la route? Le sceau du secret, presque. On dit que les deux personnages avaient envie de se voir comme ça très souvent, sans avoir à déclarer quoi que ce soit à personne d'autre. On dit même que François Ier appelait Léonard mon père. Donc ça va au-delà d'une relation amicale entre deux personnages. Il a perdu son père très jeune, d'ailleurs. Ouais, tout à fait, ça raison. pourrait expliquer on est le lien de filiation. Complètement là-dedans. Et finalement, ce souterrain, si on voulait tirer la métaphore, c'est presque un cordon ombilical entre les deux personnages. Il y a plus que du mécénat entre ces deux personnages, il y a quasiment de la filiation. Grâce à Paul, Anne-Sophie a enfin percé à jour une légende qui a bercé son enfance. Les galeries et les anciennes carrières qui émaillent la région, elle en a toujours connu l'existence. Mais c'est une page d'histoire qu'elle n'a jamais vraiment explorée. Pour en savoir plus, elle se rend à Bourré, un village pittoresque creusé dans la roche. Laurent est le propriétaire d'une maison troglodytique, la seule ouverte au public dans le canton. Waouh, c'est magnifique. N'est-ce pas, hein? Impressionnant. Chouette, hein? Ouais. Écoute, je suis vraiment contente d'être là parce que je suis jamais venue jusqu'ici. Alors c'est de la pierre de tuffeau qu'on retrouve un peu partout en bord de Loire. On a des kilomètres de galeries dans le village, mais des kilomètres, hein, il y en a absolument partout. Ceci dit, ici, il y a quand même une particularité, c'est qu'on a un tuffeau de qualité supérieure. Cette pierre étant plus belle, plus compacte, plus blanche, etc., on lui a donné plein de petits noms très jolis, la pierre des rois, etc. Et Chambord a été quand même fait en partie avec notre pierre d'ici, la pierre de Bourré. C'est impressionnant, hein. Je n'étais jamais venue voir une carrière. Alors attention, parce qu'ici, c'est pas une carrière. C'est un peu différent, ça a été creusé aussi, mais ça rentre très peu profond, donc c'est une ferme. C'est une ferme qui a quelques siècles, hein, parce que là, on parle 16e, 17e siècle. Mais alors, ça fait quoi de vivre dans une maison troglo? C'est le pied. C'est très sécurisant, on a vraiment l'impression d'être dans un petit nid, parce que physiquement, moi, le soir, je rentre dans un trou. Et c'est ça, c'est un abri. La maison singulière de Laurent, dont les traces du passé ont été préservées, réserve une autre surprise. Et elle se trouve dans les combles de la bâtisse. On est dans une ancienne magnanerie ici. Tu vois ça? Ouais. Donc la magnanerie, c'est là où on élève les vers à soie. Ouais, avec les niches que tu vois ici. Oui, ouais, à quoi elles servent, toutes ces niches? Elles ont servi, elles ne servent plus maintenant, mais elles ont servi pour les vers. C'est une espèce de nurserie à l'époque. Tiens, viens voir, parce que je vais te montrer un petit peu ici. Regarde. Oh, tadam! Ouais. Les vers, ils sont trop mignons. Ouais. Mais alors, de quand date la magnanerie? Ça, c'est une vieille histoire ici. Hein. C'est à Louis XI qu'on doit ça. Il était pas loin d'ici, il était près de Tours, donc grosse consommation de soie. Donc tout ça a fait qu'on s'est mis à faire des vers à soie dans la région. Ouais. Pendant des siècles, le commerce des vers à soie représentait un complément de revenus pour les agriculteurs du coin. Tandis que les hommes cultivaient les champs, les femmes bichonnaient les futurs papillons. C'est assez maternel, mine de rien, parce que les vers, ils sortent, il faut bien des œufs quelque part. Bon, et il faut les réchauffer pour que les bébêtes sortent. Donc les dames, elles les couvaient. On les mettait, par exemple, sous les robes. Et il y avait un autre système qui fait sourire maintenant quand je le raconte, on garnissait le corsage.
Et pendant une dizaine de jours, tu te trimballais avec les vers en dessous, avec les vers ici, etc. J'aurais jamais pensé que les femmes auraient eu l'idée de couver les œufs des vers. Disons que ça marchait pas mal du tout. Voilà, c'est drôle. Et ça, ce sont les cocons. Oui, alors là, les cocons que tu vois là, ils sont finis, ceux-là. C'est une bobine de fil, disons que c'est à peu près 1 kilomètre de fil, et ça prend, allez, 3-4 jours de boulot. Voilà. Dans un cocon, il y a 1 kilomètre de fil. Oui, c'est une moyenne. Après, ça dépend de la taille du cocon. Tu vois. Et comment tu fais pour extraire le fil de ces cocons? Alors, il y a un truc, je vais te montrer. T'en prends un ici, essaye de tirer le fil. T'es mal parti parce que tu dois faire la différence entre le fil et puis ce qu'on appelle les faux fils. Par contre, sous l'effet de l'eau bouillante, les faux fils vont casser et tu te retrouves avec un fil. Et si tu veux t'amuser à tirer, tu peux y aller. Et là, si je tire, ça fait 1 kilomètre. Bah, si tu as le temps de tirer 1 kilomètre, vas-y, tu peux y aller. Allez, j'ai le temps. Allez, en avant. Mais après 300 mètres de fil déroulé, Anne-Sophie abandonne son entreprise pour partir sur les traces de la pierre de Bourré. Ce qui nous mène dans le Loir-et-Cher, au château le plus impressionnant de la Loire, le fameux château de Chambord. Chef-d'œuvre architectural, Chambord est né du rêve extravagant de François Ier. Un domaine de 5400 hectares et 426 pièces. Ici, on retrouve l'emblème du monarque, la salamandre, 300 fois dans le château. Chambord, que nous croyons si bien connaître, Alexis Lambert, guide, va nous le faire découvrir sous un jour totalement nouveau. Avec Anne-Sophie, il va déchiffrer certains des nombreux symboles énigmatiques de cette construction saisissante. Quelle émotion! À chaque fois que je viens ici, c'est incroyable. Je venais ici quand j'étais petite et aujourd'hui je viens avec ma fille. J'ai l'impression de le redécouvrir à chaque fois. Ce château, ces grandes pièces et puis cet escalier. Et oui, cet escalier qui est la pièce maîtresse du château, mais je suis sûr qu'il y a une chose que tu ne sais pas à son sujet, que je voudrais te montrer. Je pense que tu ne l'as jamais vu. On y va? On y va. Pour monter dans les étages, Hello! Hello. Anne-Sophie ne résiste pas à jouer au chassé-croisé que permet ce fameux escalier à double hélice. Voilà, c'est là. Une corne d'abondance avec des fleurs, des fruits qui en sortent. Et quelque chose d'inattendu, la tête d'un bébé salamandre. Donc la salamandre, bien sûr, c'est l'emblème de François Ier. Et là, clairement, ça représente la descendance, le fils, puisque François Ier, jusqu'en 1518, n'a pas de fils. Il a donc son premier fils en 1518, le deuxième en 1519. Donc il crée, par là même, une nouvelle dynastie royale. Et là, clairement, c'est ce qui est représenté par cette tête de salamandre. On dit que la construction du château a débuté à la naissance du fils cadet de François Ier. La succession et la monarchie sauvegardées par ce deuxième fils, Chambord incarne désormais la puissance de cette nouvelle dynastie. C'est incroyable, ce petit détail qu'on ne voit pas et qui forme en fait la grande histoire de ce château. Tout à fait, en fait, tout est raconté dans le décor sculpté. Et cet escalier, il est emprunté quotidiennement par des centaines, voire des milliers de personnes. Mais en fait, à moins qu'on vous le montre spécifiquement, on peut venir et revenir à Chambord des centaines de fois sans jamais le voir. Pour continuer à percer les secrets de Chambord, Alexis mène Anne-Sophie dans les hauteurs du château, au sommet de la tour Lanterne, un lieu habituellement fermé au public. Voilà, donc là on arrive sur le toit de la lanterne. C'est époustouflant. On a l'impression d'une cité céleste, d'être au-dessus de tout, là, de planer. Tout à fait. Donc là, ce que je voulais te montrer, c'est là-haut. Cet emblème secret qu'on a découvert il y a à peine 10 ans. Wow. Regarde. Là-haut, ah oui, les symboles qui ressemblent un peu à des serpents. Oui, c'est ça, oui, c'est un 8. Incroyable. Avec une barre verticale et 3 barres horizontales. Alors le 8, c'était le chiffre fétiche de François Ier. Et cette croix à 3 branches représente peut-être les hommes, le roi et Dieu, puisque François Ier lui-même faisait l'intermédiaire entre le ciel et la terre. L'emplacement de ce symbole mystérieux, flottant dans le royaume céleste, lui confère sans doute une importance particulière. Il n'était destiné à la vue que des rares personnes que François Ier a emmenées justement dans cette tour lanterne, puisqu'on ne venait ici que sur invitation du roi. Lui, il n'invitait que des gens comme des ambassadeurs
ou même son pire ennemi, l'empereur Charles Quint. Tu veux dire qu'ici même est venu Charles Quint, des Oui. ambassadeurs, des élites et moi. On peut dire ça. Anne-Sophie n'a pas fini d'explorer les recoins du château de Chambord. Pour assouvir sa soif de découverte, Alexis la guide dans les combles du monument. Ça ressemble vraiment à une coque de bateau renversée. C'est vraiment beau. Oui, on a l'impression d'être dans un vaisseau de bois après le grand vaisseau de pierre, tout à fait. Mais d'où il vient tout ce bois? Alors le bois, dans les environs, comme c'est du marais, il ne vient pas d'ici. Il vient de toute la moitié nord de la France. Parce que là, on a des pièces qui font jusqu'à 17 mètres de haut. Donc il faut des arbres d'une taille conséquente. Mais comment ils ont pu faire pour amener tout ce bois jusqu'ici? Alors en hiver, ici, sous François Ier, c'est un marécage, c'est inondé de partout. Au printemps et en été, c'est l'enfer, puisqu'il fait très chaud, très humide. C'est plein de moustiques. C'est le royaume du paludisme. Donc tout ça, ça fait un site qui est très compliqué. Du coup, le chantier s'est retrouvé en bord de Loire. Le bois arrivait par les cours d'eau. Ces charpentes ont été fabriquées à Tours. Et comme tout le reste du château, elles sont arrivées ici en pièces détachées, puisque Chambord était monté comme un jeu de construction. C'est un peu Ikea avant l'heure. Ikea en version améliorée, parce que ça fait 500 ans quand même que cette version d'Ikea est ici. Chambord réserve une autre surprise. À quelques kilomètres de ce monument fabuleux, on cuisine un plat que l'on savourait au château au XVIIIe siècle, la carpe à la Chambord. C'est grâce à cette recette légendaire que le chef Christophe Hay a gagné sa 2e étoile. Écoute, je suis venue ici, moi, déjeuner pour mes 2 ans de mariage. Et j'avais adoré ta cuisine. Oh bah super, bah écoute, ça tombe bien, on va te donner un tablier, puis tu vas pouvoir Ok, préparer cette recette avec moi. super. Merci. C'est une recette qui a été créée à Chambord au XVIIIe siècle. À cette époque, on avait vraiment tous ces poissons d'eau douce qui étaient représentatifs des grands menus. Tiens, tu veux me le tailler, ça? Oui, bien sûr. Alors, c'est un plat que tu as remis au goût du jour. Exactement. En fait, c'est un plat que j'ai retrouvé dans un vieux livre à Chambord avec ses recettes de carpe qui mentionnaient les écrevisses, les champignons, la truffe, le lard paysan. Et à l'époque, la carpe, elle était farcie entière avec chacun des éléments. Les truffes disposées entières, donc on peut même s'imaginer qu'à l'époque, on mangeait les truffes comme les pommes de terre. Dans la recette de Christophe, la farce de la carpe d'antan est transformée en quenelle, faite à partir d'un mélange de chair de carpe, d'œufs et de crème. Petit bouillon. Ça sent bon. Eh oui, tu veux faire ça? Ben, pourquoi pas. Allez, vas-y. Je plonge dans la chair, je roule, Et tu viens couper. comme ça. On y était presque. Ouais. Mais tu vois, quand elle commence à flotter, là, c'est qu'elle commence à être bien. Donc on voit qu'il y en a quelques-unes qui ont des formes un peu bizarres. On ne sait pas ce qui s'est passé. Maintenant, on va passer à la cuisson de la chair de la carpe. Hein. Donc le fait d'avoir des poissons de Loire, on enlève vraiment tout ce côté terreux vaseux, puisque c'est des poissons qui évoluent sur le sable et les galets. C'est un poisson local. Super. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Ah oui, super. Tu vas pouvoir venir avec nous ce soir, alors, du coup. Hein. Allez, pourquoi pas. Il y a une belle coloration. C'est beau, hein? C'est magnifique. Il est super, on va les sortir, là. Des champignons taillés finement vont apporter une touche champêtre à ce plat de rivière. On entend le champignon qui discute. C'est ça. Reste à râper de la truffe de la région, réputée pour son raffinement. Grande première pour moi, parce que j'ai jamais manipulé de truffe. J'ai l'impression de découper de la dentelle. Mais c'est ça qui est bien, il faut être tout en délicatesse. Dernière étape, le dressage. On a l'impression qu'on va créer un tableau de maître. Regarde ça. Cette palette de couleurs, c'est impressionnant. Et maintenant, on va pouvoir déguster. J'ai hâte. Eh, vas-y, hein. C'est bon? C'est pas bon, c'est délicieux. On sent les éléments, la terre, la mer avec le poisson. Pas la mer. La terre La et le Loire. fleuve. Je peux? Vas-y, hein.